Nous retrouvons Jean Ray pour 2 nouvelles extraits de son livre Les cercles de l'épouvante. Vous allez pouvoir écouter L'assiette de Moustier et le cimetière de Marleywick. Restez à l'écoute pour les nouvelles suivantes. Nous vous souhaitons une bonne écoute. J'ai mauvaise réputation, je vous l'accorde. Mais de l'avoir dit en une heure malheureuse, des hommes sont morts, 4 pouces d'acier entre les côtes. Il est vrai, monsieur, que vous vous êtes montré généreux et que ce whisky est honorable. Pourtant, il est sage de ne pas abuser de mots vains et malsonnants à mon adresse. Hauser, qui commandait le brick Einhorn, est mort des fièvres à l'hôpital de la Marine. Toute ma vie, je regretterai cet homme de bien. On m'a dit qu'il avait pris son mal dans les damnés brouillards du fleuve Flinders. D'autres prétendent qu'il fut mordu par un de ces sales encornets qui foisonnent dans ces eaux maudites aux mystérieux caprices et dont le venin, à action lente, se montre impitoyable. Le timonier Jimmy Cloppins, que 3 ou 4 polices du monde recherchaient, a pris sagement le large. Il a pu atteindre Frisco et de là l'Illinois où il fait de l'élevage, dit-on. C'est en 1907 que l'Einhorn fut mis à la chaîne dans l'arrière-port de Sydney, à une très mauvaise place où la surveillance fait défaut. Mais il n'y avait plus rien à voler à son bord, à moins d'aimer les cancrelats géants et les rats bleus. C'était un bon brick, bien que je lui reproche une corne d'artimon trop longue et trop haute, lui faisant une brigantine large et de manœuvres malaisées. Si je me suis glissé dans le carré, je n'avais pas d'intention malveillante, mais, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé Hauser, et j'aurais voulu garder quelques souvenirs de lui. Je ne trouvais rien et je m'y attendais. Toutefois, dans l'armoire cachette, parmi des débris de vaisselle, je découvris une assiette intacte. Vous ai-je dit que j'appartiens à une excellente famille qui me donna de l'instruction? Je n'en tire aucune vanité, mais si je ne le disais, vous ne comprendriez pas comment je reconnus une très belle faïence de moustier, avec décor à grotesque, de l'étrange seconde période de la fabrication Clérici, dont les figurines sont empruntées au peintre flamand Floris ou au merveilleux Callot. Pourtant, l'image centrale de l'assiette ne devait rien à ces 2 artistes, mais me semblait née d'une fantaisie inconnue. Elle représentait un personnage répugnant à grosse tête porcine, habillé d'un pourpoint jaune à large basque, coiffé d'un chaperon et chevauchant une chimère éthique. Une caricature de monstre. J'aurais certes gardé ce délicat souvenir si je n'avais perdu 9 shillings et 2 piastres mexicaines au stupide jeu de cribbage. Block Sanderson, le juif de Shepherd Lane, me donna une livre de mon assiette, m'en promettant 2 autres si je lui apportais le pendant. Mais je n'avais pas exploré bien minutieusement l'armoire cachette, et je retournai à bord de l'Einhorn. Il faisait froid et noir, et la lampe tempête qui m'éclairait brûlait d'une mauvaise flamme. Je ne découvris pas d'autres assiettes de moustier, mais une grosse bouteille pensue remplie d'une liqueur qui sentait bon. Sur les rivages du fleuve Flinders vit une tribu de pêcheurs d'holoturies, des hommes affreusement laids, à tête de sarigue, mais de curieuse industrie. Ils enterrent leurs morts dans des manteaux de plumes qui vaudraient $500 à Frisco et fabriquent, à l'aide d'algues et d'érelles lacustres, une boisson fort capiteuse et de goût excellent. Je ne doutais pas d'avoir mis la main sur une bouteille de ce vin du diable que je savourais avec un réel plaisir. Quand je voulus gagner la terre ferme, je me sentis le pied incertain et la tête lourde,
Aussi décidai-je de m'étendre sur la banquette briquée, qui avait dû maintes fois servir de lit de repos aux malheureux Hauser. Je me réveillai par une aube sinistre et jaune, puant le typhon, secoué comme une barrique lâchée dans une cale. « By Jove, me dis-je, voilà un bateau qui, pour être à la chaîne, se conduit bien mal. » Je montai sur un pont qui prenait un mauvais angle de bande et je me mis à jurer et à crier de colère et d'effroi. J'étais en pleine mer. L'Enorn avait sorti toute sa voilure jusqu'à sa dernière bonnette et fonçait furieusement ses 3 focs gonflés de vent dans la houle et les embruns. « Quel est le fils de Ré qui m'a joué un tel tour ?» hurlai-je. « C'est moi !» répondit une voix flûtée. Et je vis un affreux bonhomme, guère plus haut que 3 pommes, assis sur la lisse de bâbord. J'en restai bouche bée. « Où diable ai-je vu votre vilain museau ?» m'écriai-je, quand, le premier moment de stupeur passé, je retrouvai l'usage de la parole. « Ce museau vous a rapporté une livre, » gloussa le bonhomme, bien qu'il valût beaucoup plus. Si je n'étais d'excellente humeur, par ce temps adorable, j'y verrais une injure à ma dignité, et je vous le ferais payer cher, espèce de morue salée. Non, mais des fois, m'entendre traiter de morue salée par une vermine haute comme une botte, qui vous emporte à la mode de Shanghai dans le vent et la salure, me parut un peu fort. Je m'approchai de lui, poing brandi, quand il éclata de rire. « Tenez-vous tranquille, ou Croppy s'en mêlera, » ricana-t-il. J'entendis siffler dans mon dos, et me retournant, je me trouvai nez à nez avec la chimère de l'assiette. Seulement, elle avait la taille d'un dogue danois et paraissait fort redoutable. « Bon, dis-je, il y avait une sale drogue dans la bouteille que j'ai vidée, et je suis embarqué dans un mauvais rêve. »« Oh !» repartit le vilain, « n'en croyez rien, il n'y a rien de plus réel au monde que Croppy et moi. Allez, allez, descendez dans le cockpit, mon bel ami, et faites-nous à manger. » Le monstre se mit à souffler de plus belle, et il me fallut bien obéir. Contre mon attente, je trouvai la cuisine bourrée de bonnes victuailles. Viande, graisse, beurre danois et légumes secs, dont je fis une galimafrée. J'en avalai une pleine platée et criai par la porte que tout était prêt. « Servez dans le carré, bougre d'imbécile !» cria le nabot, « et mettez 4 couverts. » Où avez-vous la tête, matelot de malheur, pour ne pas avoir vu que Croppy en a 3? C'est vrai, le monstre avait 3 têtes, toutes 3 stupides et affreuses. De plus, il sentait vilainement le soufre, l'ail et le poisson fumé. Bah, me dis-je, après tout, ce cauchemar n'est pas trop désagréable car le brouet que je viens d'avaler a un goût bien authentique de l'heure, de lentilles rouges et de curry. Demain, je ferai un pudding à l'araque. La nuit tomba. Je préparai du café et confectionnai de copieux sandwichs avec du cornet de bœuf, du saumon salé et du biscuit de mer de parfaite qualité. Je découvris sans difficulté un barillet de rhum dont je soutirai une pinte sans attendre l'avis de mes singuliers maîtres de bord. Le 3e jour de navigation, une île parut à bâbord sous le vent. Le temps était clair et au beau fixe, la houle régulière. Des cocotiers émergèrent de la mer, immobiles, comme découpés dans le zinc. 2 ou 3 requins peau bleue éventaient la surface de leur queue luisante. « Fait-on un petit tour à terre ?» criai-je. « Ce sera facile, entendez-vous ?» Sans avoir fait de manœuvre, le brick tourna son beaupré vers la pince de l'atoll. Faudra diminuer un peu la toile si l'on ne veut pas casser la figure à une douzaine d'infusoires, ajoutai-je de bonne humeur.
Il ne vint aucune réponse. Je me mis à la recherche du nabot en pourpoint jaune et de son dog à 3 têtes, mais ne les trouvais pas. Entre-temps, Linehorn avait glissé contre la muraille de corail, gris, et s'y colla comme à un mur de quai. Il me fallut un peu de temps pour carguer tout ce qu'il y avait de toile dehors, mais, à mon joyeux étonnement, ce fut presque un jeu d'enfant, bien que pareille besogne généralement demande plus de 2 bras. « Écoutez, criai-je, si cela ne vous dit rien, restez cachés, mais moi, je veux tenter du plancher des vaches, car le patelin me plaît. Je connais bien des îles du Sud, et celles où je m'aventurais ne différaient pas de celles où j'avais séjourné lors des campagnes de Copra et de Tropeng auxquelles j'avais pris part. Les cocotiers étaient hauts, riches et bien soignés. Dans l'eau claire et calme de l'atoll évoluaient les petits mais excellents cabillots des roches, dont je me promettais de faire ample capture. Au loin, je voyais le fond vert du taillis et les enclaves cirées des palétuviers. Le sol était dur et brillait, comme saupoudré de mica. « Il doit certainement y avoir un village », me dis-je en suivant un chemin qui me paraissait bien entretenu. Je parcourus une lieue à travers le taillis, sans en trouver trace, sans même voir une fumée s'envoler dans l'air. Alors, à un coup de brusque, faisant presque angle droit avec la route parcourue, je vis la maison. Oh, Tudieu, on ne se serait jamais attendu à en voir une pareille, plantée sur de solides briques roses, au milieu de cette pouilleuse jungle d'Océanie. Voilà une cambuse que l'oiseau roc a dû chipper dans une bonne petite ville de France, avant de la laisser choir dans ce trou perdu, m'écriai-je. Mais pourquoi m'en étonner? J'en ai vu bien d'autres depuis le soir, où je fis une visite à ce brave Einhorn. Voyons s'il y a du monde là-dedans. La porte juchée, au sommet d'un haut perron de pierre bleue, était entr'ouverte et donnait sur un hall d'agréable apparence. Je humais une odeur de maison bourgeoise, faite d'honnêtes parfums de cuisine, de confitures cuites et de tabac d'Espagne. J'hésitais entre 3 ou 4 portes, quand une voix douce et polie m'invita à prendre celle du fond, à ma droite. « Entrez donc, Monsieur Grove. Je m'appelle en effet Nathaniel Grove. Mais de toutes les choses qui me furent inexplicables, au cours de mon aventure, celle d'être ainsi reconnu me parut la plus ahurissante. Mon nom est en effet Nathaniel Grove, dis-je en entrant dans un salon rose comme un cœur de grenade. Dans un fauteuil bas, une cigarette aux lèvres, une jeune dame de bonne mine me souriait. « À crack punch, whisky ou champagne de France ?» me proposa-t-elle. « Vous êtes bien aimable, » dis-je en saluant. « Puisque vous me le demandez si gentiment, je goûterai volontiers de votre champagne. » Un bouchon doré sauta au plafond et on me servit dans une longue flûte en cristal. « Puisque vous connaissez mon nom, » dis-je en m'enhardissant, car la particulière venait de me décocher un clin d'œil un peu polisson pour une dame de bonne éducation. Suis-je indiscret en demandant à qui j'ai l'honneur? « Appelez-moi comtesse, voulez-vous? » répondit-elle en riant. « Volontiers, » dis-je, en riant plus fort qu'elle, d'autant plus que je suis marquis. Elle puisa une cigarette dans une boîte d'argent et, d'un geste amical et gracieux, m'en jeta une que j'attrapai au vol. Ainsi dit-elle, « C'est vous qui avez chippé l'assiette de moustier de ce cher baron de Nuttingen? »« Oh, 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 ripostai-je, vous êtes une personne rudement au courant des choses, mais je ne sais rien de votre baron. Il a dû vous tenir compagnie pendant quelques jours, ainsi que son fidèle Cropi. Mais je suppose qu'après tant d'années, il a dû profiter de votre sottise pour prendre l'air et se dégourdir un peu les jambes? » Fis-je, je ne comprends pas très bien.
Ensuite, vous m'accusez de sottise. Faudra vous expliquer, la petite dame, pardon, comtesse, car je suis assez chatouilleux sur l'honneur et la politesse qui me sont dus. C'est juste, accepta-t-elle en remplissant mon verre. Je vous dois des explications. Je m'appelle Jeanne Ardent, comtesse de Frondeville. Ce nom vous dit-il quelque chose, monsieur Grove? Non. À moins que je possède quelques connaissances historiques. Rapport aux études que m'imposa Cambridge. Il y eut, au début du XVIe siècle, quelque part en France, à Albi, si je ne me trompe, une dame Ardent qui finit sur le bûcher pour crime d'imposture et de sorcellerie. Elle approuva de la tête. Voilà des connaissances qui vous honorent, monsieur Grove. Eh bien, je suis cette dame Ardent, comme vous le dites. Bien, dis-je, vous voulez rire, mais j'aime beaucoup la plaisanterie, et celle-ci est à mon goût. J'ai vu, au cours de mon existence, quelques personnes qui, pour s'être obstinées à rester au milieu d'un incendie, furent grillées vivantes. Elles ne vous ressemblaient pas. Vous me faites un compliment, dit-elle, en me menaçant gentiment du doigt. Pourtant, je veux espérer que vous me croyez sincère. Certes, je vous avoue que je n'étais point belle quand, le bûcher refroidi, le bourreau albigeois me tira des cendres. Heureusement, mon bon maître en magie noire, le savant Bartholomé Lustrus, par la vertu de puissantes incantations, me rendit la forme convenable que vous avez à présent sous les yeux, monsieur Grove. Elle est réellement plaisante, balbutiai-je, très interloqué. Je vous fais grâce d'un long récit, continua-t-elle. L'homme qui m'avait dénoncé au juge était un mien cousin, le baron de Nuttingen, qui me faisait la cour. Vous le connaissez, monsieur Grove, et me donnerez raison si je dis qu'il était de mine déplaisante, de mauvais caractère, et qu'il aurait fait un détestable mari. Mon bon maître Lustrus m'aidant de sa science, je l'emprisonnais pour 1000 ans dans une assiette de moustier. « Emprisonné dans une assiette ?» m'écriai-je. Vous ne connaissez pas vos contes de fées, monsieur Grove, sinon vous ne feriez pas une tête pareille. Le grand roi Salomon n'agissait jamais autrement avec les gens qui le gênaient, et même avec les génies. Or, les contes de fées sont construits sur les vestiges de sa terrible et juste sagesse. Donc, j'emprisonnais Nuttingen, et lui donnais même un bien vilain gardien en la personne tricéphale de Cropie, que je copiais en plus laid sur la chimère antique. Ah, monsieur Grove, quelle impardonnable faute vous avez commise! En vendant une assiette de moustier d'une valeur pareille pour 1 livre à un méchant regrattier juif. Car vous ne savez pas ce que Block Sanderson de Shepherd Lane en a fait. En effet, je l'ignore. Il a gratté l'image de Nuttingen et de Cropie pour y faire peindre, par un habile faussaire, une figure imitée de Callot. Ce faisant, il a rendu la liberté à mon fameux baron. Je voulus protester, mais elle m'imposa silence d'un geste autoritaire. La première chose que fit mon ancien prétendant fut d'élaborer un rapide projet de vengeance, auquel il gagna le stupide Cropie. Ils firent voile vers cette île où s'abrite ma vie qui, je puis vous le dire, sera très longue encore. Heureusement, averti par la science de mon bon maître Lustrus, je pus prendre les devants. Hier, Nuttingen et Cropie sont tombés par-dessus bord, et les requins en ont fait leur chou gras, si j'ose dire. Mais ce n'était pas le châtiment que je destinais au baron, et ma foi, je le regrette bien. Elle me fit reprendre du champagne. « Ma science m'oblige à être juste, dit-elle tristement.
et je dois vous dire que je suis obligé de vous faire payer votre étourderie. Vous devrez, hélas, prendre la place de cet horrible Nutingen. Seulement vous le ferez sans Croppy ou une compagnie du genre. Je me mis à rire, mais à rire. Si c'est le champagne qui vous monte à la tête, dis-je grossièrement, je comprends tout. Vous n'êtes pas une sorcière, vous n'avez jamais été brûlée, au contraire, car vous êtes diantrement jolie. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu ivre, très ivre même. Sacré petit imbécile, gronda-t-elle. Une tornade sembla me secouer, et je me trouvais à Sydney, sur le quai de l'arrière-port, en face de Linehorn, qui se balançait tristement au bout de ses chaînes scellées. Je vous ai raconté un rêve qui, grâce à la petite dame et à son champagne, n'était pas trop déplaisant. Mais je vous dois cette vérité. J'avais dormi 3 jours entiers. Ces coquins des rives du fleuve Flinders, avec leur vin d'algues, sont les véritables sorciers de cette histoire. Nathaniel Grove disparaît ici de notre horizon, du moins partiellement. Il raconta son abracadabrante aventure à Maple Theobald Fitzgibbons, un homme honorable, bien connu dans les plus respectables milieux maritimes de Sydney et même de l'Australie entière. Fitzgibbons partit en haussant les épaules, tout en ne regrettant pas le prix de quelques verres de whisky. Mais 8 jours plus tard, il se trouva devant la boutique de Block Sanderson. « Voulez-vous faire une bonne occasion, monsieur Fitzgibbons ?» cria le Juif, dès qu'il le vit. « J'ai dans mon magasin une superbe assiette de moustier, avec des figures de Jacques Callot. La voici. Qu'en dites-vous? »« Cela? Un caillot. Vous voulez rire? » s'indigna Fitzgibbons, qui s'y connaissait en belles choses. Le Juif se pencha sur son épaule et se mit à hurler de colère. « Qu'est-ce cela? Il y a quelques jours encore, il y avait là un véritable calot. Et maintenant, par quelle infernale sorcellerie cet ivrogne de matelot se trouve-t-il peint sur mon assiette? » Maple Theobald Fitzgibbons reconnut l'image de Nathaniel Grove. « C'est égal, je vous l'achète, » dit-il, en réprimant mal son émotion. Rentré chez lui, il examina son emplette à l'aide d'une puissante loupe. L'image de Grove était cuite dans la faïence selon le procédé de Moustier, qui, tout en gardant admirablement les contours et les lignes, atténue légèrement les couleurs et altère les demi-teintes. Les détails étaient surprenants de netteté, et le verre grossissant révéla même la barbe de 4 ou 5 jours du marin. Mais ce qui frappa, disons même terrifia Fitzgibbons, ce fut l'expression du regard. Derrière les croisillons des geôles, sans miséricorde, les yeux des prisonniers doivent enclore une pareille désespérance. « Grove !» murmura Fitzgibbons, « si je puis faire quelque chose pour vous. » Fut-il victime d'une brève illusion d'optique, due à sa main frémissante tenant la loupe? Le visage de Grove s'était crispé et ses lèvres avaient remué. Ici, une ancienne infirmité, en grande partie guérie d'ailleurs, vint au secours de Fitzgibbons. Dans sa jeunesse, il avait été atteint de surdité par l'explosion trop proche d'une mine de carrière et avait appris, à la longue, à lire assez bien les paroles sur les lèvres des gens. Or, Grove venait d'articuler lentement « Flinders ». Ce fut tout, car l'expérience répétée ne donna plus aucun résultat du genre. Nathaniel Grove resta, comme disent dans les enfants, sage comme une image, aussi muet que les petites carpes de Chine qui ornaient les bords de l'assiette enchantée.
Fitzgibbons, comme tous ces hommes d'action qui ont fait une rapide fortune dans les placers ou dans les pêcheries, s'ennuyait et ne savait trop comment dépenser ses livres sterling. Il ne lui fallut pas beaucoup de temps pour prendre une décision qui le renvoyait sur le chemin de l'aventure. Morton et Douve, créanciers de feu Hauser, pouvaient disposer de Linehorn et ne demandèrent qu'à récupérer quelques fonds. Il ne fallut que 3 semaines à une équipe de bons ouvriers pour rendre la face aux briques et une autre semaine à Fitzgibbons pour lui trouver un équipage de canaques et un capitaine. Celui-ci, le gros Bill Tugby, avait 15 ans de cabotage à son actif marin et connaissait bien le golfe de Carpentarie, où le Flinders et son tout aussi mystérieux frère, le Leichhardt, achèvent leur destinée fluviale. « Je veux bien remonter quelque peu ce damné fossé, » grommela-t-il, « et même voir un peu ce qui se passe sur ses bords, car il n'est pas impossible d'en revenir avec une cargaison de nacre ou le contenu d'une poche d'or vierge. » On installa un moteur auxiliaire à bord de Linehorn et celui-ci prit la mer. 12 jours plus tard, Fitzgibbons le rejoignit à Townsville et le reste du trajet fut sans histoire. Quand ils jetèrent l'ancre sur un bas-fond, hors de la barre du Flinders, il faisait une chaleur torride et le gros Bill ne semblait guère disposé à risquer son ample personne dans le Dingy pour se rendre à terre. Ce n'est que dans le voisinage du Flinders que se manifeste l'étrange présence des cigales de mer. Ces insectes marins qui n'existent guère, mais qui se font entendre par les méridiennes infernales du Carpentarie. Toute l'atmosphère n'est alors qu'une stridulation ardente, forcenée, une frénésie d'élytres en folie, qui vrille le tympan, s'installe dans la cervelle, la taraude, la lime, la perfore de mille dards. Bill Tugby ne croyait pas aux cigales de mer, mais, et certainement à tort, accusait de cette rumeur diabolique les innombrables requins qui fendaient de leurs ailerons la houle heurtée du Carpentarie. Si ce n'est pas une saleté qu'ils vous font, c'est une autre, grondait-il à l'adresse des squales. Depuis lors, Fitzgibbons s'est souvent demandé pourquoi il alla chercher, dans une de ses malles, l'assiette de moustier. Pourquoi il s'était accoudé à la rambarde de tribord pour la regarder au soleil. Bill, luisant de sueur, fumait sa pipe, le dos contre l'habitacle. Les canaques dormaient. Sur la plage d'avant, les jambes repliées, leurs dents blanches ricanant à la folle clarté du jour. Missy, le chat du bord, installé dans le quart de cercle de sa queue, fixait le lointain avec d'énormes yeux jaunes que cette clarté rendait pourtant aveugle. Soudain, l'assiette glissa des mains de Fitzgibbons et se colla à plat sur l'eau, où elle flotta un moment avant d'opérer un lent gauchissement qui la fit s'enfoncer. « Dame !» jura Fitzgibbons. Mais aussitôt, il frémit d'horreur. Un cri effroyable monta de la mer, le cri d'un homme frappé à mort. « Qu'est-ce cela ?» cria Bill en s'élançant. De nouveau l'appel d'agonie s'éleva, puis fut brusquement coupé. À l'endroit où l'assiette venait de disparaître, Fitzgibbons vit un énorme fuseau gris, foncé entre deux eaux. Il entendit un craquement bref et presque aussitôt, une énorme tache d'un rouge sale s'épanouit à la surface de la mer. « Par les diables de l'enfer !» rugit Bill Tugby. Le requin vint de happer un homme. Il jeta des yeux hagards. Sur le pont, où les canaques se réveillaient. « Ah, ça! Il n'y a pourtant aucune de ces gueules de muscade qui manque !» s'écria-t-il. « Que je reste pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive si j'y comprends quelque chose. »
Et vous, monsieur Fitzgibbons? Maple secoua lentement la tête. Le soir, Bill Tugby remontait sur le pont. Il resta seul dans le carré. « Que suis-je venu chercher ici ?» murmura-t-il. « J'ai certainement voulu tirer le pauvre Nat Grove de sa singulière captivité. Mais comment? Il ne le disait pas, mais devant ses yeux, hors d'un taillis d'euphorbes et de lauriers roses, surgissait une maison bourgeoise aux chambres fraîches et ombreuses. Il traversait un hall, poussait une porte pour entendre une voix accueillante lui proposer du champagne de France. Au matin, les jurons de Bill Tugby le tirèrent de son sommeil hanté de cauchemars. Si ce n'était que les cartes, je dirais qu'elles ont été faites par des ignares et des marins empaillés. Mais je connais le Carpentary comme ma poche. Et voilà. Le gros homme resta à court de mots pour désigner une île qui venait de surgir à bâbord sous le vent. Il n'y a pas d'île ici. Il n'y en a jamais eu. Certes, le Flinders n'en est pas à sa première blague, mais il n'a jamais fabriqué des îles, et une pareille encore, car elle est un peu là, il me semble. Même la grotte Ayland n'est que de la pelure de banane en comparaison. Fitzgibbons vit les hauts cocotiers se dresser, d'un noir bleuté sur le fond laiteux du ciel matutinal. Dans le champ de sa lunette, il découvrit les enclaves noires des palétuviers et un bout de route brillante comme saupoudré de poudre de diamant. « Et un atoll, encore !» se lamenta Bill Tugby, alors qu'il n'y a pas assez de corail dans le voisinage pour faire des pendants d'oreilles à une négresse. Je vous le dis, monsieur Fitzgibbons, il y a quelque chose de pas chrétien là-dedans. Il tira d'énormes nuages de fumée de sa pipe et se calma un peu. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que le Flinders fiche le coup de bambou à ceux qui l'approchent par son estuaire, conclut-il. Fitzgibbon fit jeter l'ancre et on trouva un fond de sable à 15 brasses, ce qui fit de nouveau jurer Tugby. Du sable à 15 brasses avec un atoll devant le nez. Cela suffit pour vous ouvrir les portes de Bedlam. Enfin, on aura tout vu dans le Carpentary, bien qu'aujourd'hui, il est un peu exagéré à mon goût. Nous piquons dans l'atoll, monsieur Fitzgibbons. Nous attendrons encore un peu, décida celui-ci. Il resta toute la journée, les yeux rivés à ses jumelles, s'attendant à voir l'île s'évanouir comme un mirage. Elle n'en fit rien, et sa magie était celle de toutes les îles du Sud, par un ciel sans nuées, et une mer de saphir mouvant. Le soir la dota des couleurs d'une lampe chinoise, et la nuit lunaire en fit une féerie d'argent et de velours. Alors, demanda Bill Tugby, quand l'aube ouata de brume légère la mince ligne de brisant. Fitzgibbons sursauta, comme si on le tirait d'un rêve immense. « On s'en va, dit-il à voix basse. Faites donner le moteur, Tugby, et si nous trouvons du vent, n'épargnez pas la toile. Bon, dit le gros Bill, sans plus regarder l'île. Les cocotiers descendirent dans la mer, les banderilles des brisants jetèrent quelques flammes blanches sur l'horizon. L'île disparut. La longue pipe en terre de gouda, bourrée de bon tabac de Hollande, fait peu, peu,
et sans se lasser, laisse monter des ronds dans l'air tiède de la chambre. Dans la pièce, les odeurs sont excellentes et trahissent la présence de muffins beurrés, de frits, de lard, de thé et de confiture de framboise. La rue est grise et silencieuse. Les rideaux de mousseline passent ses formes, mouvantes ou non, au tamis fin. Mais je ne m'en soucie guère. À la rue, je préfère mon petit jardin, qui ferait la calme joie d'un géomètre, à cause de son quadrilatère parfait, clôturé de murs nets et de ses sentiers tracés au cordeau. La fin de l'automne l'a dépouillé de son mystère, mais 3 sapins et un mélèze autoritaire y entretiennent une richesse verte, avec ce bel entêtement d'arbres qui ont partie liée avec l'hiver. Mon voisin, le révérend Higby, dit que je suis un homme heureux parce que solitaire. Devant ma table odorante, le serviable rougeoiement de la salamandre dans mon dos, plongé dans l'ouate subtile de la fumée de ma pipe, je donne raison à Higby. Sur le trottoir d'en face, persiste un peu du verglas de la nuit. Monsieur Bislop, le marguillier, passe, glisse et s'étale. Je ris. Je prends une ample gorgée de thé et je me sens tout à fait heureux. Je n'aime pas Monsieur Bislop. D'ailleurs, je n'aime personne. Je suis un bon vieil égoïste. Et mes aises sont ma loi. Mais si je faisais quelque exception à ma complète indifférence envers le reste du genre humain, ce serait en faveur de Piffy. Piffy a 6 pieds de taille et maigre comme un fil. Sa tête est toute petite, trouée de petits yeux porcins et d'une bouche ridiculement ronde. Ne parlons pas de son nez, car je ne puis donner ce nom à une minuscule boule de chair rouge, plantée de guingois, entre ses yeux et cette bouche. Piffy porte une redingote d'une longueur effarante et un gilet invraisemblable, dont, un jour de grande attention, j'ai compté les boutons. Il y en avait 15, exactement. Des boutons étranges, ressemblant à des ventouses de seiche. Quand il pleut, ou qu'il fait froid, il se couvre d'un ulster jaune, qui a tout l'air d'une guérite en toile. Piffy a des doigts longs et coniques, dont il se sert pour frapper les objets creux et leur arracher de douloureuses résonances. Je suppose que ces objets ainsi traités doivent souffrir, bien que nous leur refusions tout pouvoir sensoriel. Mon unique ami. Oh, voilà un mot bien osé pourtant. M'emprunte assez souvent de l'argent, pas beaucoup en vérité, et ne me le rend jamais. Je ne lui en garde pas rancune, car je lui suis redevable d'étranges et bien bonnes émotions. Piffy est un chasseur de mystères, et il me laisse jouir de ses extraordinaires découvertes. C'est grâce à lui que je fis la connaissance du bonhomme pluie ou du parapluie errant, un énorme paraverse en coton vert qui se promenait tout seul, sans que personne le tînt, sur les terrains vagues de Putney Commons. Si, par mégarde ou rare audace, on s'y abritait, on disparaîtrait à jamais dans le sol, affirmait Piffy. Un soir que je suivais le parapluie solitaire, une pauvresse me demanda l'aumône. « Voici, une demi-couronne, lui dis-je. Mais va voir qui se trouve sous ce parapluie, et viens me le dire. » Elle obéit. Je vis un peu d'eau et de sable jaillir du sol, et le bonhomme pluie continuait son chemin tout seul dans Putney Commons. J'étais très content, car cela me démontrait que ma confiance en Piffy n'était pas mal placée. Une autre fois, il me conduisit vers le grand mur, lisse comme une tôle, qui contourne une partie de Bricklayers Park. « Voyez donc, dit-il, ce mur n'a ni porte ni fenêtre. Pourtant, en certains soirs, s'y ouvre une fenêtre carrée. Un soir, en effet, je la vis briller d'une triste lumière rouge, mais je n'osais m'en approcher pour voir ce qu'il y avait derrière.
Vous avez bien fait, déclara Piafi. Vous auriez eu la tête coupée. Ce matin, j'avais le sentiment du parfait bonheur, quand 3 coups secs firent vibrer les carreaux, et une ombre démesurée tomba sur l'écran de mousseline. Ah, Pifi, dis-je, voulez-vous boire du thé et grignoter un scone bien beurré? Son doigt dessina des arabesques dans l'air et se braqua dans une direction définie. Pifi préférait un verre de mon vieux chéri, dont je suis fort avare pourtant. Mais j'étais réellement de bonne humeur ce jour-là, et je remplis 2 grands verres de ce vin généreux. Maintenant, racontez-moi quelque chose, demandai-je. Pifi fit sonner le bois de la table. Je ne raconte jamais, dit-il. Je fais toucher les choses du doigt. Je vais vous conduire au cimetière de Marleywick. Mon verre trembla dans ma main. Ah, Pifi, m'écriai-je. Si c'était vrai, mais cela ne peut être. Souvenez-vous de notre promenade à Wormwood Scrubs. Il n'y était pas. Il n'y était plus, rectifia Pifi d'une voix sombre. Soit, je veux bien le croire. Nous avons poussé alors jusqu'au fond de Paddington par un soir affreux. Pifi. Je me suis très enrhumé alors. Et le cimetière, disparu un peu avant notre arrivée. Cela j'en suis certain, car j'ai vu l'immense plaine noire et vide, dont je n'ai pas voulu m'approcher. Cela m'avait tout l'air d'un gouffre béant. Sait-on jamais, avec ce coquin de cimetière, sait-on jamais, répéta rêveusement Pifi. Mais aujourd'hui, il ne m'échappera pas si facilement, car je m'y rendrai en plein jour. Et je le verrai enfin, demandai-je. Et vous y entrerez, déclara solennellement mon ami. Je ne lui donnerai pas l'occasion de se cacher sous la terre comme une taupe, ou de filer en l'air comme un oiseau. Non, non, je tiens le cimetière de Marleywick. La salamandre, dans mon dos, ronronnait comme un chat. Il y avait encore une pile de rôtis sur l'assiette chaude, et le vin devint une aventurine liquide, piquée de petits soleils. Quant à l'ulster de Pifi, il luisait comme un ventre de limace, et accusait le ciel et la rue. Ma pipe de gouda varia son sempiternel. Peu, pour me souffler parmi ces anneaux de fumée. Reste, reste. Venez, s'impatienta Pifi. Il y a pas mal de chemin à faire. Heureusement, un tram pourra nous y conduire aujourd'hui. Nous prîmes le tram dans une vilaine rue traversière de Bermondsey que je connaissais quelque peu, mais où jamais je ne vis de tramway. C'était une sale petite voiture à traction chevaline, ce qui m'étonna fort, et j'en fis la réflexion à Pifi. C'est par autorisation spéciale de l'Alderman Chippernut, déclara-t-il, et il demanda 2 billets pour Marleywick au conducteur. Celui-ci était bien le plus curieux bonhomme que j'eusse jamais vu, et cela aussi, je ne pus le cacher à mon ami. Il approuva vivement en branlant du chef. « Que pensez-vous d'une licorne ou d'un carabe doré ?» demanda-t-il. Le mieux pourtant est de faire semblant de ne pas le remarquer. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec de pareils individus. Le conducteur accepta notre argent, cracha dessus et le fourra dans sa bouche. Puis, sans se soucier de son cheval, il s'installa sur la rampe de la plateforme et se mit à tirer sur son nez, l'allongeant comme une trompe. Le tram filait bon train, mais je ne pouvais me reconnaître dans son itinéraire. Il traversa Marylebone dans toute sa longueur, et l'instant d'après, il se lança à toute allure le long de Clapham Road. Je reconnus Marble Arch, St. Paul's et
Quelques secondes plus tard, les salquets de Limehouse. Je crois même avoir entrevu le mail devant la mairie de Kingston au moment où nous entrions dans la cour de Charing Cross, bien que 12 milles, sinon plus, les séparent. Piffy ne semblait guère attacher de l'importance à des choses aussi ahurissantes. Il avait tiré une poignée de gros sous de sa poche et les jetait une à travers le guichet de la portière, à notre conducteur, qui les attrapait entre ses dents hideusement jaunes. Tout à coup, il cessa ce jeu ridicule en s'écriant « Nous voilà sur le bon chemin !» Ce bon chemin était une immense vastité, argileuse, d'un jaune rance, sur laquelle une lourde pluie oblique tombait avec un bruit mat. L'horizon était noyé de brume et de fumée vaine, et nulle part je ne vis trace d'habitation. Notre conducteur avait cessé ses incompréhensibles gamineries et s'occupait de son cheval et de ses rênes. Je vis que je m'étais bien trompé en lui prêtant d'étranges ressemblances, car il m'apparut comme un petit homme maussade et souffreteux. En effet, il se retourna plusieurs fois pour se plaindre de son estomac et de son foie, et nous demander si les pilules Mary Bingle possédèrent bien la vertu que la réclame des journaux leur prêtait. À ce moment, bien que rien dans le paysage ne m'y autorisât, je crus que nous étions quelque part à Slaughterchill, et je m'en ouvris à Piffy. Il s'amusait à casser des noisettes qu'il tirait de la poche de son ulster, et il haussa les épaules avec indifférence. Slaughterchill ou la terre de Van Diemen, que nous importe. Le principal est que nous tenons le cimetière de Marleywick. « Voilà !» cria tout à coup le conducteur. « La voiture ne va pas plus loin, et soyez à l'heure pour le retour. » « Il n'y a donc pas d'autre tram ?» demandai-je. Il me regarda gravement et se mit à compter sur les doigts. « Dans 102 ans, exactement, et encore faudra-t-il tenir compte de la lune pleine, dit-il. Allez, dépêchez-vous, nous parlerons encore un peu des pilules Mary Bingle quand vous serez de retour. » Déjà Piffy me précédait sur un sentier rocailleux, entre deux ruisseaux, remplis d'une eau courante, bruyante et torrentueuse. « Ah ah !» rugit-il, « le voilà !» Devant nous, un énorme mur d'un gris de fer barrait l'horizon de formidables conifères, et des buis arborescents dépassaient son faîte hérissé de hallebardes. Je vis même des croix géantes se détacher sur la nue. Il n'y a qu'une maison dans le voisinage, et c'est une taverne. Il est de bon ton de s'y arrêter et d'y prendre une consommation. Mais rassurez-vous, la boisson y est bonne et la nourriture copieuse. Je vis une haute et étroite maison jouant au cavalier solitaire sur l'immensité argileuse. On eût dit une tranche découpée dans un vaste pâté de bâtiments et laissée là pour l'appétit d'un mangeur de pierre. Piffy poussa la porte et nous entrâmes dans une salle claire et haute, chauffée par un excellent feu de bois et de charbon de terre. Les murs étaient recouverts de curieuses, mais fort belles fresques en grisaille argentée. Dans l'une d'elles, je crus reconnaître l'île de la mort de Buckleen, et je le dis à mon compagnon. Il fit la grimace et secoua la tête. « Que non, mon ami, c'est le plâtre qui s'écaille, et le reste est le fait des limaces, qui doivent être nombreuses en ce lieu. Mais je ne refuse pas une âme d'artiste aux limaces. Il s'en faut de beaucoup. » Mon attention se détourna de ces curieux mirages pour s'attacher avec admiration au buffet et au comptoir. Toutes les liqueurs du monde s'y trouvaient, bariolant l'espace dans un insolent triomphe de couleurs. Il y a du fromage, du bœuf et du mouton froid, du saumon salé, du jambon fumé et des bananes confites, s'écria Piaffi. Mais je me contenterai d'un grog bien épicé. « Holà !»
Quelqu'un, ce quelqu'un apparut brusquement, comme jailli du sol. C'était un tout petit homme, pas plus haut que 5 pieds, tout rond, tout gras, tout luisant. Son gros ventre inspirait la confiance, mais son crâne de lune, où luisaient 2 yeux verdâtres, n'avait rien d'attrayant. « Ah, messieurs !» cria-t-il d'une voix de petite fille. « Vous êtes les bienvenus. Je vous servirai tout ce que vous voudrez. » En parlant, il ouvrait une formidable bouche noire, aux ternes canines. Je bus du Kummel glacé, du cherry brandy danois, du genièvre de Hollande, additionné de menthe verte. C'est le moment ou jamais d'aller faire un tour au cimetière, me souffla Piffy. Allez-y, la grille d'entrée, c'est à 20 pas. Et vous-même? Il secoua la tête. Impossible. Je vais m'en tenir à ce grog au rhum, qui est honorable. Je me retrouvais seul sous la pluie, devant une grille majestueuse, aux insignes funéraires. Une chaîne de sonnettes, agitée d'un lent mouvement de va-et-vient, attira mon attention, et je lus un écriteau aux lettres en relief. « Sonnez 3 fois pour le gardien. » Je le fis, et au loin, j'entendis un carillon grave s'élever dans le silence du chant des morts. 1 fois, 2 fois, 3 fois, un lapin blanc bondit entre les barreaux de la grille, se mit sur son séant, frotta son museau de ses pattes et me regarda de ses yeux rouges. Puis il s'en fut. Personne d'autre ne vint, et, 1 fois de plus, je tirai la chaîne, 1 fois, 2 fois, 3 fois. La grille grinça et s'ouvrit, comme si le vent l'avait poussée. Un petit coq bantam, amputé d'une patte, sortit à cloche-pied, lissa ses plumes, me menaça un instant du bec et disparut. Bon, je me passerai de gardien puisque la porte est ouverte, dis-je. Je me trouvais sur une vaste pelouse verte, entourée de pierres tombales et de puissants monuments funéraires. Voici un cimetière bien peuplé, me dis-je, mais il ne diffère pas beaucoup de ce que j'ai vu dans le genre. Pourtant, ce lascar de bronze que j'entrevois entre les ifs n'est pas des plus ordinaires. Mes regards avaient été attirés par une lourde statue verdâtre, d'une taille double, d'un homme ordinaire. Le personnage tenait un sablier monstrueux et s'accoudait à une haute dalle funéraire. « Tu n'es pas beau, dis-je, mais tu es grand et fort, et tu dois avoir du poids. » Je ne sais quel cataclysme ou quel sournois travail des intempéries avait mutilé le visage du symbolique gardien de mausolée. Mais c'était vraiment du vilain ouvrage, car la face sombre, mangée de vert de gris, ricanait hideusement. Sur la dalle, je lus un nom. La famille Pebblestone. Les Pebblestone devaient être des gens à la bourse dorée, pour s'offrir un pareil toutou, d'outre-tombe, me dis-je, et je m'assis sur la dalle pour fumer une pipe, car l'air était particulièrement froid et humide. Devant moi, barrant la pelouse, se trouvait une véritable haie de stèles et de fûts tronqués. Au-delà, je voyais une sorte de large névé, dans lequel je crus reconnaître un champ de tombes d'enfants. « C'est meublé comme Passin, hein ?» répétai-je, et je me mis à fumer avec grand plaisir. À ce moment, je me sentis frôler le dos. Je me retournai, et je constatai, avec un peu d'étonnement, que la statue de bronze se trouvait plus près de moi que je ne l'avais pensé. De plus, je vis que l'homme de bronze serrait une formidable faux dans la main, alors que je ne lui avais vu tenir qu'un sablier. Je me souvins alors que la faux accompagne toujours l'horloge à sable
et je m'accusais d'être mauvais observateur. Je tournai le dos à la statue et découvris un nouveau sujet d'étonnement. La haie de stèles et de fûts, tronquée, s'était sensiblement déplacée vers ma droite et se dressait entre moi et la grille. Quant au névé des enfants, il semblait ondoyer en une mer lente et livide et gagner lui aussi l'issue du cimetière. Je me levai et constatai avec un peu d'effroi qu'en faisant ce mouvement, j'avais dangereusement frôlé la faux de fer. Diable, me dis-je, en voyant que le tranchant de cet engin était diantrement net, on ne devrait pas laisser de pareils joujoux aux mains de bons hommes, même s'ils sont en bronze. Je me dirigeais vers la sortie, mais à présent, je devais me rendre compte que ma vision ne me leurrait en rien. Stèles et fûts se dressaient sur mon chemin de retour. Quant au cimetière des enfants, il semblait le plus acharné à me barrer la retraite. Il avançait visiblement dans un mouvement de reptation de plus en plus accéléré. Je pris le pas de course et j'arrivai à la grille au moment où un bout de colonne de marbre rouge se jetait devant moi comme un gros python acéphale. Je l'évitai d'une largeur de main et gagnai la grille. Elle claqua derrière moi avec un bruit féroce. Et, en me retournant, j'eus l'étrange vision du colosse de bronze, agrippé d'une main au barreau et brandissant sa faux, avec une rage hideuse à voir. En quelques bonds, je gagnai le seuil de la taverne, la porte était fermée, et je me mis à frapper avec frénésie sur le carreau en appelant Piffy. Derrière la vitre parut le crâne de l'une et les yeux verts du tavernier. « Il est parti !» cria-t-il de sa voix de fausset. « Je veux entrer !»« Vous n'entrerez pas !» hurla-t-il. « Allez-vous-en !»« Non, je ne m'en irai pas avant d'avoir dit ce que je pense de votre sale cimetière, » m'écriai-je avec une colère soudaine. Il ricana et tout à coup me fit un pied de nez. « Que dirait le monde, continuai-je, s'il savait qu'il est gardé par un lapin blanc ?»« Un lapin blanc ?» fit-il avec un vilain hoquet, et son regard vert chavira. « Et un petit coq bantam à une patte. Et qu'en dirait-on dans le monde ?» Sa grosse figure était toute blême quand elle se colla contre la vitre. « Dites, fit-il avec effort, si je glisse 20 livres sous la porte, pourrais-je compter sur rien du tout, sale bonhomme. 100 livres? Non. Le crâne de l'une enfla de fureur et de désespoir. Au loin, une sirène aiguë beugla. Je vis le petit tram à 100 yards de là, et son conducteur me faisant des gestes frénétiques. On part, on part. Je partis sans Piffy. La voiture roulait et tanguait, comme un sloop dans la tempête. Et mon cœur se souleva, comme s'il était aux prises avec un atroce mal de mer. Je luttais encore contre cet ignoble malaise, quand je fus jeté sans ménagement sur le pavé, à une toise de la pompe d'Aldgate, contre l'échoppe d'une marchande de marrons qui me traita d'ivrogne, de polisson et de plus vilains noms encore. Je ne revis pas Piffy, et j'en fus fort marri, car il me devait bien des explications au sujet du cimetière de Marleywick. L'hiver était venu, et je me cloîtrais dans ma bonne maison chaude et agréable. J'allais y retrouver ma paix ancienne, quand le malheur fondit sur moi de la façon la plus formelle. Je fumais ma pipe, je buvais un bishop fort bien conditionné, et je terminais la lecture d'un livre plaisant, quand j'entendis une rumeur inattendue s'élever dans le jardin. C'étaient des bruits sourds et lents, comme font les paveurs qui travaillent le sol avant d'y poser les cubes de grès des pavés. Les nuages étaient bas, mais le premier quartier
de la lune apparaissait par intervalles entre deux bancs de nuées. Je collai mon visage contre un des carreaux. Et alors, au milieu de la pelouse gazonnée dont je suis si fier, je vis se dresser une stèle rouge. Ah, je la reconnus. C'était le bout de la colonne qui avait failli me briser les jambes au sortir du cimetière de Marleywick. La stèle se dandinait grossièrement à la manière d'un matelot ivre, mais l'ignoble chose n'était pas seule. Autour d'elle se glissaient, comme de singulières méduses, les petites pierres tombales du cimetière des enfants. Toutefois, ce ne fut pas la peur qui domina mes sentiments ce soir-là, mais la colère. J'aimais la bonne ordonnance de mon jardin, et de le voir en proie à ces monstruosités de marbre et de granit, mon sang ne fit qu'un tour. Je possède un gros revolver et les balles en sont puissantes. Par 6 fois, il tonna dans la nuit tranquille, et la vision s'évanouit. Mais le lendemain, je trouvai ma pelouse défoncée, mon mélèze déraciné, mes sapins en copeaux, et de larges éclats de granit rose parsemant le jardin. En sus de cela, j'eus fort à faire pour obtenir de mon voisin Higby qu'il ne porte pas plainte contre moi pour tapage nocturne. J'ai revu Piffy. Il portait un ulster neuf et un chapeau montant qui faisait de lui un géant, digne de la foire, au pain d'épices. Je m'élançai vers lui, mais il se glissa dans la foule comme une couleuvre et disparut au moment où je faillis être happé par un cab tournant le coin. Le démon! Je compris sa soudaine richesse. Il s'était laissé tenter par les offres du hideux petit homme à crâne de lune et m'avait laissé en holocauste à la rancune de ce mystérieux coquin et de ses singuliers complices. Je délaissai les délices de mon home pour partir à la recherche de mon fidèle ami et finis par le découvrir une deuxième fois, au moment où il entrait dans une pâtisserie de Battersea. Je le saisis par un pan de son nouvel ulster. Le vêtement se déchira avec un bruit aigre et un large lambeau d'étoffe me resta entre les mains. Mais Piffy s'échappa et je ne le revis plus. Un soir, aux approches de la Noël, au moment de baisser les stores, je vis, dans la pénombre du crépuscule, un objet grêle glisser le long du mur d'enceinte de mon jardin, et je reconnus l'horrible faux. Elle raclait de temps à autre les tuiles vernies du faîte, et soudain elle s'évanouit. Un instant plus tard, une formidable face d'ombre regarda au-dessus du mur, celle de l'homme de bronze. Et alors, je vis qu'il avait des yeux, 2 immenses yeux d'ambre liquide, 2 atroces prunelles de nocturne qui fouillaient la nuit. C'est fini. Il est dans la maison. La porte a éclaté comme sous l'assaut d'un bélier antique. Des briques sont croulées. Les marches de l'escalier gémissent, se brisent comme des branches sèches. Tout à coup, le bruit cesse. Sur la maison descend une paix étrange et terrible. Qu'est cela? Clic, clac, clic. Clac. Un bruit de pierre qui heurte le fer. Ah, il aiguise, ça faux.